Comme chaque semaine, je vous emmène découvrir les artisans qui font battre le cœur de l'Hexagone et les lieux qui font son prestige. Aujourd'hui, dans version française, le musée des Beaux-Arts de Bordeaux nous ouvre ses portes. Fondé en 1801, il n'a pas dit son dernier mot. Elliot Barnes apporte sa touche aux accents américains, aux intérieurs du monde. C'est notre invité du jour. Une, deux. Aujourd'hui, les fashionistas au rapport avec un zoom sur la mode militaire. C'est au rythme de longs gestes méditatifs que Christine Berger travaille. Elle apporte la lumière grâce à la marqueterie de paille. Et avant de rencontrer l'architecte Elliot Barnes, tout de suite le point de vue. L'œuvre du jour est un véritable pied de nez au monde de l'art. Génie ou roi de la provoque, Marcel Duchamp réalise en 1917 l'une des œuvres les plus controversées du XXe siècle. Fontaine, c'est un urinoir industriel que rien ne destinait à finir sur le devant de la scène. Présenté au Salon des artistes indépendants de New York, on refusa de l'exposer. Il fut alors immortalisé par le photographe Albert Stiglitz avant de disparaître. S'il existe des copies, une reproduction fut réalisée sous la supervision de Duchamp, culotté. Plus libre et plus ouverte, il existe de nombreuses façons d'habiter différemment. L'autrice Maryse Quinton nous montre comment l'architecture peut libérer la maison et l'esprit dans son livre sobrement intitulé « Habiter autrement ». Il réunit 23 maisons bâties dans le monde entier et qui font fleurir notre imagination. Racontées du point de vue des architectes et des habitants, ces réflexions nous font sortir des sentiers battus. Bon, quand est-ce qu'on déménage ? Miroir œil de banquier, miroir soleil ou encore œil de sorcière, ce drôle d'objet fait son apparition en Europe du Nord au XVe siècle. Avant de devenir un incontournable de la déco, il se destinait à un tout autre dessin. Ancêtre des caméras de surveillance, il permettait d'épier du coin de l'œil le client pas très net d'un commerce ou encore un domestique qui n'astiquerait pas assez bien l'argenterie. Plus tard, on lui prêtera même des pouvoirs magiques. Intriguant. Des collections à couper le souffle, le musée des Beaux-Arts de Bordeaux en régorge. Peinture du XVe au XXe siècle côtoie sculpture et art graphique dans tous au musée. Les Beaux-Arts désignent à la fois les collections de peinture, de sculpture et d'art graphique. L'aile sud présente les collections anciennes de la Renaissance à la fois italienne et nordique, au rococo, au néoclassicisme, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Alors l'aile nord décline, j'allais dire, tous les ismes du XIXe siècle, le romantisme, le réalisme, l'académisme, le naturalisme, l'impressionnisme, bon, qui est assez peu représenté. Situé à l'orée du cœur historique de la ville de Bordeaux, trône fièrement le musée des Beaux-Arts. Établi en 1801, le musée tel qu'on le connaît aujourd'hui n'a pas toujours eu le même emplacement. Après plusieurs aménagements, déménagements et incendies ravageurs, c'est finalement en 1875 que débute la construction du musée actuel, situé dans les jardins de l'Hôtel de Ville. L'architecte a eu à cœur de préserver une harmonie entre ce très beau bâtiment néoclassique qui avait été construit un siècle plus tôt, hein, là on est dans les années 1880, et puis aussi les bâtiments, les beaux hôtels particuliers du cours d'Albret, donc de l'autre côté de la rue, pour préserver ce quartier. Donc il propose un projet très classique qui reprend les canons en fait, de l'architecture néoclassique, mais qui était à ce moment-là en vogue dans l'architecture muséale à cette époque, sous la Troisième République. Renaissance, baroque, caravagisme, naturalisme sont autant de courants que l'on découvre au gré des salles de ce musée, divisées en 3 parties. L'aile sud et l'aile nord sont consacrées aux expositions permanentes et la galerie de l'autre côté de la rue dédiée aux expositions temporaires. Rubens, Titien ou encore Delacroix font partie des locataires, notamment cette œuvre de Delacroix, La chasse au lion, l'une des rescapées de l'incendie du XIXe siècle. Il faut imaginer que ce tableau a été amputé de toute sa partie supérieure, hein, vous voyez, hein, il a été coupé
mais c'est là tout le génie de Delacroix. Malgré cette amputation, eh bien, cette œuvre garde toujours une force incroyable. Au détour des salles, les origines bordelaises du musée sont mises à l'honneur avec une pléiade de peintres originaires de la région, comme Redon, Marquet, Lot ou Lacour. Alors c'est à la fois un très beau morceau de peinture, hein, par son format imposant, par son sens de la composition, l'harmonie de son coloris, mais aussi c'est un document précieux, une sorte de chronique de la vie économique à Bordeaux à la fin du XVIIIe siècle. Bordeaux au siècle de Lumière, qui était un port très important. On connaît bien sûr le rôle de Bordeaux, hein, comme Nantes dans le commerce triangulaire. Et parmi ces grands noms masculins de la peinture et de la sculpture, le musée fait la part belle aux artistes féminines comme Rosa Bonheur et ses toiles animalières ou Lavinia Fontana. Lavinia Fontana fait partie de ces rares femmes, avec Sophonisba et Guisola, à s'être imposée dès le XVIe siècle. Elle a aussi représenté des sujets religieux et surtout des sujets mythologiques. Il faut savoir que les femmes ne pouvaient pas représenter des nus à cette époque. Et donc, elle avait trouvé une petite astuce. Elle utilisait le nom de son mari pour peindre des sujets mythologiques. Parmi cette grande collection, il y a aussi des œuvres permanentes, mais qui ne sont pas présentées en continu. Ce sont les œuvres graphiques. Alors, ce qui est visible, bien sûr, dans le parcours permanent, ce sont les peintures et les sculptures. Ce qu'on ne voit pas en permanence, c'est les arts graphiques. Les arts graphiques, c'est à la fois c'est les œuvres sur papier, donc les dessins, les pastels, les estampes, qu'on présente à l'occasion d'expositions, mais pour des raisons de conservation, parce que le papier est un support très fragile, très sensible à la lumière, on ne peut pas présenter les œuvres graphiques en permanence. Une déambulation qui nous fait voyager à travers les courants picturaux pour découvrir ou redécouvrir un héritage des siècles derniers à nos jours. En France comme à l'international, Elliot Barnes et son agence font battre le cœur de l'architecture d'intérieur. Il nous a reçus pour notre plus grand bonheur. Je crée des lieux dans lesquels des moments d'une vie puissent passer pour des gens qui habitent. Je crée un écran, je crée les murs, les plafonds, les ambiances. Mais ce qui est important à la fin de la journée, c'est pas forcément la décoration que je fais, mais c'est ce que les gens vont faire dans cet espace-là. Parce que la mémoire de ce qui se passe dans mon espace, c'est ça qu'ils vont prendre avec eux. Elliot Barnes aime bien s'inviter chez les gens. Discrètement, laisser son empreinte en toute subtilité grâce au cadre de vie qu'il leur dessine. Avec son style épuré mais sophistiqué, parfois même astucieux, il crée des espaces pour des particuliers ou des hôtels et même des maisons de champagne, en France et à l'étranger. J'organise les espaces par rapport à une certaine envie, un programme d'un client, de quelqu'un qui va utiliser un endroit. Je travaille avec les techniciens pour être sûr que toute la partie technique, fonctionnelle, aide à la sensation des ambiances qu'on veut créer. Donc on peut partir d'un terrain presque vide, où il y a juste le béton au sol et le béton au plafond, et à l'intérieur de ça, on construit tout un univers. Diplômé en 1985 à New York en architecture et urbanisme, il a vite rejoint la France et son incroyable mentor, André Poutman. En 2004, il s'est lancé dans sa propre aventure en ouvrant son agence à Paris. Ici, il dessine des lieux, des meubles, des objets et tout commence avec un coup de crayon. Je pense que c'est important de dessiner à la main parce qu'on est beaucoup plus proche du sujet, beaucoup plus proche du projet. Les intentions sont claires, mais ce n'est pas super précis. Et donc, du coup, on peut dire, tiens, je fais autrement, je viens par-dessus, je corrige. Une pratique qu'il partage avec son équipe, tout comme sa vision du métier intemporel. C'est ce qui me plaît là dans notre métier aussi, c'est d'aller au-delà des modes, mais de traverser les époques et de rester toujours d'actualité.
En ce moment, il travaille sur la décoration d'un hôtel parisien, empreint d'une passion pour Montesquieu et ses lettres persanes. Quand j'ai commencé à regarder le livre, j'ai tombé sur un petit sigle qui était vraiment sur la première page du livre. Ça m'a fait penser à cet élément de terre cuite de Pérouge qui date du XVe siècle en Italie. À partir de là, on commence à créer un lien entre les intentions du propriétaire, l'histoire du passé et un projet qui va être forcément d'aujourd'hui. Aujourd'hui, de nouvelles exigences s'ajoutent à son cahier des charges, comme l'environnement, le recyclage et le recours à des matériaux plus naturels. Elliot Barnes peut compter sur les artisans français, ses partenaires incontournables, pour faire entrer ses préoccupations contemporaines dans ses créations. Alors voilà, l'œuf qui est repercé. Et comment ça montre comment? Le principe, c'est celui-ci. Le premier œuf que j'avais présenté, c'était l'œuf d'émeu. Et j'avais vu dans son œil s'allumer plein d'idées. Et c'est ça qui est, en fin de compte, des collaborations comme nous, on a les mains, lui, il a l'œil. On ne fait pas un objet pour faire beau. On fait un objet au départ pour qu'il soit utile. Quand il est utile et qu'il est beau, normalement, on a gagné. Chez ce bronzier d'art, les savoir-faire et objets du XVIIIe siècle côtoient des pièces actuelles, une source d'inspiration pour Elliot Barnes. Je pense que le savoir-faire français est en fait à l'origine du déplacement que j'ai fait il y a un certain temps. Je pense que je suis venu ici pour vivre et travailler différemment. L'une de ses dernières réalisations, c'est la maison Taiping, pensée comme une galerie d'art, avec ses tapis suspendus comme des toiles de maître et son décor épuré. Je pense qu'ici, ce qui pourrait dénoter le plus, c'est l'utilisation des matériaux totalement inattendus. L'idée de venir avec le Placocem pour créer ces meubles qui va lui recevoir des échantillons assez soyeux et assez articulés. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui dénote l'écriture d'Elliot Barnes. Une chose est sûre, cette écriture séduit. En 2021, Elliot Barnes est entré dans le top 100 des meilleurs décorateurs selon le magazine AD. Bonjour Elliot. Bonjour, vous allez bien? Bien, merci. Elliot, en dehors de la passion pour l'architecture et le design, vous avez aussi un faible pour la musique, notamment pour le jazz. Oui. Quand vous construisez un projet, quand vous réalisez un projet, est-ce qu'il y a de la place pour l'impro ou est-ce que tout est sous contrôle? Il y a la place pour l'impro. Je pense que l'impro, c'est un peu le départ de ma démarche. Et on fait ses gammes, on va dire, avec quelques idées formelles de comment on va construire un espace. Mais après, c'est de se laisser emporter par le projet. Mais en même temps, il y a une notion de contrôle, hein, parce que je suis un control freak quand même avéré. Vous avez dit une fois, celui qui dessine construit. C'est-à-dire l'absence d'intermédiaire, savoir tout faire, donne une grande indépendance? Oui, ça donne une grande indépendance. En même temps, je vais me corriger parce que je ne sais pas tout faire. Et je dépends beaucoup d'autres. Le fait de chercher, d'essayer de comprendre la position des autres me donne une énorme liberté. Vous avez reçu votre diplôme d'architecture et de design urbain aux États-Unis. Oui. Et c'est là que vous avez travaillé et même enseigné dans des universités jusqu'en 1987 avec la rencontre d'une certaine Andrée Putman qui a quand même bouleversé votre vie puisque vous êtes resté 17 ans avec elle. J'avais fait mes études aux États-Unis, à Cornell. Je travaillais à Los Angeles pour l'architecte canadien Arthur Erickson. Et à un moment donné, j'avais ce projet de venir en France. Et j'étais dans la bibliothèque de l'agence et j'ouvre un magazine Interiors et je tombe sur la photo d'André, je tombe sur ses projets et il y a une sorte de déclic. Et je me vois dans ses bureaux. En fait, il y a quelque chose qui se passe. Et en fait, je suis venu pour rejoindre son équipe. Après 17 ans, en 2004, vous avez ouvert votre propre agence. Oui. Quelles étaient les lignes directives? Il n'y en avait pas. S'amuser. Essayer de s'exprimer, essayer de se retrouver. Je pense que tout créateur et créatrice rencontre la même situation, c'est que vous passez un certain temps avec quelqu'un d'une personnalité forte, d'une écriture importante, qui a laissé quand même une trace dans le monde. Il y a un moment où il faut chercher sa voix, son liberté. Alors on regarde vers l'avant et on découvre
Avec une certaine dose de fraîcheur, peut-être. Oui, on prend le mur parfois. On se relève et on va toujours vers l'avant. Ce miroir qui est derrière nous, c'est un miroir pour se déshabiller. Pas pour Oui. s'habiller, mais pour se déshabiller. Oui, c'est une sorte de concept de miroir parce que il y a beaucoup de projets dans un seul projet. Et j'aime bien toujours inverser les choses. Mais si on faisait un miroir pour se déshabiller, ce serait comment ce miroir? Et après, je rencontre quelqu'un qui fait du vitrail, des ateliers Saint-Marc à Reims. On commence à imaginer comment on peut composer avec leur travail. On trouve l'artisan Bernard Pité qui sait le faire. Après, on combine les gens et on crée un objet qui est complexe. Et c'est un miroir pour se déshabiller, donc du coup, on n'a pas besoin de se voir vraiment. Donc on peut brouiller l'image parce que l'acte est différent, le geste est différent. En quel sens, Elliot, l'architecture, le design ont évolué depuis vos débuts? Une chose que je vois aujourd'hui, c'est qu'on est de plus en plus préoccupé par le positionnement de nos projets dans l'environnement. Où va-t-on dans l'avenir? I don't know. Mais je suis prêt à découvrir avec tout le monde. Dans ce sens, vous avez enseigné à l'université, vous travaillez avec beaucoup de jeunes. Qu'est-ce que vous leur transmettez? Je pense que la question, c'est qu'est-ce qu'eux, ils m'apportent. Si l'équipe est jeune, c'est intentionnel. C'est pour que moi, je suis toujours dans une position d'être challengé. Après, qu'est-ce que je transmets? C'est la curiosité. Deuxième chose, c'est une passion pour l'histoire. Et la troisième chose que j'exige au bureau, c'est qu'on dessine avec un crayon. Mais je fais ça parce qu'eux, ils me donnent. Merci, Elliot. Merci beaucoup. Treillis, camouflage, épaulettes et trench se sont donné rendez-vous dans En mode. C'est la tendance militaire qui est au garde à vous. Il y a des vêtements qu'on retrouve chaque saison sur les podiums et qui ne cessent de se réinventer. Ils sont nombreux à prendre racine dans un genre bien particulier, c'est le vestiaire militaire, l'une des plus grandes sources d'inspiration des créateurs. À commencer par le trench coat ou manteau des tranchées, devenu l'un des basiques les plus répandus de la garde-robe moderne. C'est d'abord Charles Mackintosh qui, dans les années 1820, invente un manteau imperméable destiné aux activités de plein air. Une trentaine d'années plus tard, le modèle est amélioré par Thomas Burberry et adopté par les officiers de l'armée anglaise pendant la Première Guerre mondiale. Depuis, le trench Burberry est devenu une institution. Il se porte l'hiver comme l'été, en version classique ou fantasque, et sert de toile blanche à son directeur artistique, Riccardo Tisci, qui chaque saison expérimente les déclinaisons les plus folles. Chitosi Abe, créatrice de Sakai, le déconstruit totalement dans des collections qui mêlent mode conceptuel et utilitaire avec rangers revisités et vêtements protecteurs. Chez Art School, Eden Lowett adopte la couleur militaire par excellence, le vert olive, qu'on appelle à tort kaki, une teinte en réalité plus proche du beige. Il fait défiler des silhouettes inquiétantes rappelant les codes utilitaires de l'armée, avec poches multiples, ceinture et sangles, lacérées comme après un combat. Chez Balmain, Olivier Roustin exploite les codes de l'aviation avec des robes parachutes sanglées à la taille et des uniformes de pilotes ultra sophistiqués. Il reprend également les symboles du vestiaire martial, déclinés sur des pièces qui rappellent les uniformes d'officiers ou sur la fameuse marinière à épaules boutonnées. Cette pièce qu'on trouve dans toutes les garde-robes d'aujourd'hui est née à la fin du 19e siècle dans la marine bretonne, avant de devenir le symbole du chic à la française. Mais le marqueur le plus célèbre de l'habit militaire, c'est bien le camouflage.
Ce motif tacheté naît pendant la Première Guerre mondiale pour se fondre dans la nature. Différent selon les époques, les guerres et les pays, il reste l'un des imprimés les plus populaires au monde, rappelant que les plus grands succès du vêtement d'aujourd'hui sont quasiment tous nés de besoins protecteurs. Alors, la mode toujours aussi futile ? Souvent délaissée, la paille est pourtant un matériau plein de ressources. Christine Berger, artiste en marqueterie de paille, nous emporte dans son monde aux 1000 reflets. La paille, elle parle à elle toute seule. C'est la lumière, le reflet qu'elle a, le ressenti qu'on a quand on la touche. C'est doux, c'est chaud. On a toujours envie de la toucher, quoi. Bercée par son crépitement, Christine Berger a découvert l'art de la marqueterie de paille complètement par hasard, au détour d'un reportage. Immédiatement charmée, elle s'est formée pour assouvir ses envies de création dans son atelier bordelais. Depuis toujours, je travaille avec mes mains. Je fais toujours du travail de précision. Et quand j'ai vu, en fait, lors de ce reportage, la technique de cet art et le rendu de cette matière qui est vraiment magnifique, tout de suite, je me suis dit, c'est pour moi, quoi. Ce travail, il est magnifique et j'ai vraiment envie de le mettre en œuvre, quoi. Une matière vivante et dont la brillance intrigue les sens. C'est une matière donc naturelle qui reflète la lumière. Dès qu'on la regarde dans un sens ou dans l'autre, la couleur est totalement différente. À chaque heure de la journée, vous avez un tableau qui vit en fait. Parce qu'à midi, vous voyez d'une façon, à 15h d'une autre. Votre tableau n'est pas figé, il vit en fait. Il change de couleur, il change de nuances, il change de... Pour ça, la paille, c'est incroyable. Naturelle ou teintée, chaque fétu de paille reste unique. Elle a un côté beige, jaune clair. Et après, il y a différents beiges et différents jaunes. Donc forcément, la teinte finale a aussi des nuances. Là, nous avons une teinte. Donc sur 3 fétus de paille, nous avons des différences de tons en fait. Voilà. Alors la brillance est toujours là, hein, mais les tons sont totalement différents d'un fétu à l'autre. La paille, en fait, elle brille naturellement. Elle a un silice, un vernis qui s'appelle le silice, qui la fait briller naturellement. À l'intérieur, vous avez une partie poreuse et à l'extérieur, vous avez ce vernis qui s'appelle le silice, qui fait briller naturellement la paille. Après avoir imaginé son motif, Christine commence son tracé, puis trie chaque brin avec attention pour écarter le moindre défaut, avant de débuter la partie la plus sonore, celle qu'elle préfère. On la fend sur toute sa hauteur. Et on l'écrase pour pouvoir ensuite la coller sur le support. Quand je fais ça, je pense à rien en fait. C'est vraiment la concentration et il n'y a rien d'autre, quoi. Guidé par ses mains et la matière, le motif tracé au crayon prend une toute autre forme avec les nuances de couleur et de lumière qu'offre chaque brin de paille. Je laisse un peu venir, je prends la paille, le fétu de paille au hasard. Ce qui importe, c'est le fait qu'il n'ait pas de défaut. Mais après, c'est vrai que les nuances de couleur, c'est vraiment, ça arrive au hasard. Je ne vais pas choisir chaque morceau par rapport à celui que j'ai collé avant. Si le scalpel, le réglé et le plioir sont des outils de base de la marqueterie, il y en a 2 autres encore plus importants dont il est impossible de se passer, la patience et la précision. Il n'y a qu'à voir la minutie avec laquelle Christine place chaque brin de paille. En découvrant ce métier, Christine n'a pour autant pas mis de côté son amour pour la menuiserie, car la plupart des supports qu'elle utilise sont en bois. Amenée par hasard à rencontrer la marqueterie, Christine Berger a trouvé là sa vocation.
Elle la met au service de nombreux architectes, décorateurs d'intérieur et particuliers, attirés par ses couleurs et ses motifs aux inspirations naturelles. Version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite pour d'autres découvertes. Bye!